Pour votre présence à ce webinaire. Donc, on va démarrer pour être dans les temps. Donc, je me présente rapidement. Je suis Alexandre Tricher. Donc, je travaille à Bio-Nouvelle-Aquitaine sur les grandes cultures biologiques. Et aujourd'hui, avec mon collègue Philippe Demaison, donc spécialisé en élevage petits ruminants, et Patrick Forger, polyculteur éleveur en Charente-Maritime, on va vous parler un peu de la thématique de trêve d'interculture implantée sous couvert de céréales. Donc, ce webinaire, il est organisé par Bio-Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, et avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. Il va être enregistré et il sera animé par Marion Hugo, donc, que vous avez vu juste à l'instant. Donc, juste sur le format, on va passer sur 30 minutes de présentation. Ensuite, on aura 30 minutes d'échange avec vous. Donc, si vous le voulez, pour les questions, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et Marion fera le tri et ensuite vous donnera la parole au terme de la présentation pour pouvoir échanger. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Donc, moi, je vais plutôt vous parler de l'introduction, vous introduire un peu le thème et ensuite, je laisserai la main à Philippe et puis Patrick pour parler un peu des essais qu'ils ont menés ensemble. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, on voulait revenir sur un peu les intérêts de cette pratique. Donc, forcément, le premier intérêt qu'on y voit, c'est l'apport d'azote dans le système de culture. Donc, en fait, aujourd'hui, bon, vous connaissez le contexte avec des prix d'engrais azotés assez hauts. Il y a un enjeu sur apporter de l'azote dans les systèmes de grande culture sans apport forcément de fertilisants extérieurs. Et donc, évidemment, l'association de trèfle dans des céréales pourrait être une technique prometteuse. Donc, en fait, il y a plusieurs papiers scientifiques qui ont démontré que l'association de ces deux espèces permettait de ramener plus d'azote dans le système que soit une monoculture de blé ou une monoculture de trèfle violet ou même de luzerne, car ils ont une complémentarité d'absorption de l'azote. Donc voilà, donc en fait, la céréale, en absorbant l'azote facilement disponible dans le sol, va permettre à la légumineuse, va pousser la légumineuse en fait à produire l'activité symbiotique avec les bactéries, développer des nodosités pour capter l'azote atmosphérique. Donc là, juste sur cette diapo, je ne vais pas m'éterniser, hein, juste quelques chiffres. Voilà, donc les légumineuses fourragères ont une meilleure efficacité de fixation symbiotique que les légumineuses à graines, donc de l'ordre de 80 à 95%. Il y a peu ou pas de transfert d'azote durant la phase d'association, sauf dans le cas éventuellement de broyage, par exemple au printemps, en sortie d'hiver ou de pâturage. Et voilà quelques repères sur les quantités d'azote rentrées dans le système selon les différentes espèces. Donc, sur une légumineuse à graines, on est de l'ordre de 50 à 130 kg d'azote par hectare par an. Et sur une luzerne ou un trèfle violet, on va plutôt être sur de l'ordre de 300 à 500 kg d'azote par hectare et par an. Donc ça, c'est pour l'enjeu apport d'azote dans le système de culture. Un autre des enjeux, c'est la création d'une strate de végétation au sol, en fait, pour limiter le développement de la flore spontanée. Donc, en fait, le couvert, en l'associant soit au printemps ou en simultané à l'automne avec la céréale, on va créer une nouvelle strate de végétation qui va venir, qui va engendrer une grande compétition pour la lumière sur la flore spontanée. Donc, voilà. Donc, des essais ont montré que l'association luzerne-blé, par exemple, va avoir une absorption de la lumière de l'ordre de 20% supérieure par rapport à un blé sol en fin d'hiver et une complémentarité dans les mécanismes d'absorption de l'azote qui font que ces plantes vont être complémentaires et vont pouvoir aussi venir en compétition avec la flore spontanée. L'autre grand enjeu, en fait, c'est de couvrir le sol durant la période d'interculture. Donc, une fois la céréale récoltée et après le semis, soit de la seconde céréale à l'automne ou d'une culture de printemps. Donc, en fait, l'enjeu d'associer le trèfle avec la céréale, c'est d'avoir tout de suite une culture en place durant la période d'interculture qui va protéger le sol, qui va maintenir un système racinaire toujours en place, qui va permettre de protéger la structure, l'état structural du sol et qui va avoir aussi sur le long terme des effets positifs sur les taux de matière organique. Et un des derniers avantages qu'on y voit, c'est la réduction des charges de mécanisation. Effectivement, en associant le trèfle avec la céréale, eh bien, on va proscrire le désherbage mécanique. Donc, pas de désherbage mécanique dans la céréale, sauf dans le cas, bien sûr, d'un trèfle implanté au printemps, auquel cas on pourra passer du désherbage mécanique à automne.
Donc, et aussi limiter, comme le trèfle sera en place déjà pendant la période d'interculture, limiter toute la période de déchômage faux-semis qu'on pourrait avoir. Donc voilà, ça peut engendrer des réductions de charges de mécanisation intéressantes. Donc voilà pour le système de culture. Ensuite, pour le système de polyculture élevage, alors je vais passer rapidement, je pense que Philippe et Patrick sauront bien mieux parler que moi de ces avantages. Mais en gros, il faut retenir que ça permettrait de développer une ressource alternative pour maintenir le pâturage en été et en arrière-saison. Voilà, la dérive climatique impacte pas mal la production sur cette période, avec des trèfles très qualitatifs en matière azotée et énergie élevée. Donc ensuite, on a vu tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement de l'enjeu d'apport d'azote. Donc en fait, on a peu de restitutions azotées qui se font pendant le cycle de la culture. Le gros de la restitution azotée se fait une fois le trèfle ou enfin la légumineuse fourragère détruite. Par exemple, sur une luzerne, 60% de l'azote contenu dans la luzerne, sa destruction est minéralisé dans les 18 mois qui suivent. Donc, ça veut dire que du coup, dans la réflexion du système de culture, il faut bien l'avoir en tête parce qu'on va raisonner la succession de cultures de manière un peu différente pour pouvoir valoriser cet azote disponible et libéré par la culture. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous représente la cinétique de minéralisation de la luzerne. Ensuite, on a fait un petit, avec l'outil Merci, voilà, on a simulé un trèfle, l'apport d'un trèfle de 3 tonnes de matière sèche, donc semé en automne avec la céréale et détruit au mois de septembre. Et là, vous pouvez voir sa cinétique de restitution azotée. Et donc, la rotation que vous avez à l'écran, en fait, c'est une rotation qu'on expérimente dans le cadre de la station expérimentale d'Archigny, qui appartient au réseau Rotabé, où en fait, on sème du trèfle violet dans le blé et ensuite, on vient intercaler un maïs puis un tournesol pour venir capter l'azote libéré par le trèfle. Voilà. Bon, c'est un exemple de succession de culture. Il en existe plein d'autres, mais ça peut être un exemple de système de grande culture basé avec du trèfle, par exemple. Donc voilà, donc qui dit association d'espèces dit forcément on a un enjeu de maîtriser la compétition que peut induire l'espèce compagne sur la culture. Donc tout d'abord, va y avoir une compétition pour la lumière, notamment en début de cycle. Effectivement, selon les espèces qui vont avoir des démarrages plus ou moins rapides, elles peuvent venir gêner la céréale sur la lumière. Ensuite, une compétition sur l'absorption d'éléments minéraux. Malgré le fait que les espèces légumineuses en fait, fixent l'azote atmosphérique, elles peuvent venir en compétition sur la matière, enfin sur l'azote disponible dans le sol. En fait, elles vont être capables en premier lieu, de venir capter l'azote du sol et venir en compétition avec la céréale, même si c'est minime. Une compétition sur l'alimentation hydrique, notamment dans le cas de printemps sec, sur la période printanière, là, en reprise de végétation. Et ça dépendra aussi des systèmes de l'architecture racinaire des espèces légumineuses, voilà, selon en fait, l'exploration du même horizon ou non que la céréale par les racines de la légumineuse. Et puis enfin, une gêne à la récolte, au stockage et au triage qui peut être occasionnée par la montée en fait, l'espèce légumineuse qui viendrait à la même hauteur que la céréale et qui engendrerait de la matière verte à la récolte. Même si là, on peut le voir sur la photo, en fait, la technique de faux chandénage permet de contourner un peu ce problème-là. Donc ensuite, ça c'est une diapo où on s'est un peu repositionné avec Philippe en se disant bon bah voilà il y a également un enjeu pour maîtriser ce couvert et pour faire que l'association se passe bien. Il y a un gros enjeu sur le choix des espèces et variétés, que ce soit de céréales ou de légumineuses. Donc de céréales, en fait, on va plutôt partir sur des espèces, en fait, d'après la littérature scientifique, avec des inclinaisons de feuilles planophile, donc en fait horizontale, un indice de surface foliaire plus élevé, une hauteur de culture plus importante, un talage important et une reprise de végétation précoce. Alors là, tout ce qu'on vous met là, c'est des postulats, hein, c'est des hypothèses qu'on a fait pour, vous le verrez plus tard, mener des essais. Mais en fait, en regardant ces traits-là, ces traits physiologiques, eh bien, voilà, on pense que on a des chances d'avoir des céréales et des variétés plus à même de s'associer avec des légumineuses. Et de même, pour les légumineuses, on va plutôt choisir des espèces, a priori, avec des pores étalés, des hauteurs de végétation basses. Ensuite, il y a la question qui se pose sur des types racinaires avec rhizomes ou stolons, vs des systèmes racinaires pivotants, sachant que des systèmes pivotants vont plutôt être
plus adaptés à la sécheresse, alors que des types avec stolon ou rhizome plutôt à recoloniser l'espace une fois la céréale récoltée. Donc voilà, donc on a des systèmes différents. Le type de dormance hivernale avec une reprise de végétation tardive en sortie d'hiver qui peut être intéressante pour laisser le temps à la céréale en fait de rentrer en végétation et justement que la légumineuse ne rentre pas en compétition avec elle tout de suite la sortie de printemps. Et ensuite, une vigueur de végétation élevée en fin d'été et début d'automne, c'est ce qu'on recherche. En fait, on veut maximiser en fait la pousse sur la période d'interculture. Donc, on recherche des espèces très vigoureuses à cette période-là. Et bien sûr, une résistance aux maladies racinaires. Donc ensuite, on fait avec les variétés qui existent et les espèces qui existent aujourd'hui, mais il y a peut-être de la recherche génétique à faire de ce côté-là. Et aussi le quid des semences population. Voilà. Est-ce que récolter des blés d'une année sur l'autre qui sont associés à du trèfle, est-ce qu'on arrive du coup à sélectionner une population qui serait plus à même d'être associée avec des espèces? Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Ensuite, on voulait revenir sur la problématique de la période d'implantation. Donc en fait, pas mal de modalités sont faites ou d'essais sont faits de semis au printemps avec des modes de semis soit à la volée plus RC-Tri, soit du sursemis au semoir à dents ou à disque. Et en fait, on est exposé dans notre région, donc Exploitourage Charente, à des gros problèmes de stress hydrique qui fait qu'on a pas mal d'échecs. Ça peut, voilà, de l'ordre d'une année sur 5 de réussite. Donc, pas mal d'échecs sur cette technique-là. C'est pourquoi on s'est posé la question sur plutôt le semis simultané à l'automne de légumineuses fourragères avec des céréales. Et donc là, il y a d'autres limites qui peuvent être prises en compte. C'est que la légumineuse est une espèce donc, de jour long. Donc, est-ce que la semer en novembre peut lui permettre d'avoir un développement suffisant pour passer l'hiver, même si dans nos régions, en fait, on a un hiver assez doux qui semblerait permettre justement des semis d'automne. Donc voilà, et ensuite, pour revenir sur la problématique des espèces de légumineuses adaptées, c'est ce que j'ai un peu abordé tout à l'heure. Un premier paramètre, c'est la pérennité. Donc voilà, le trèfle violet, le trèfle blanc ou le lotier sont des espèces qui vont durer 2-3 ans, donc qui sont pérennes. Donc finalement, dans un objectif en fait d'associer un trèfle avec une céréale et d'ensuite se semer une seconde céréale derrière, est-ce que ces trèfles-là sont bien associés, sont bien adaptés, pardon, par rapport à des trèfles annuels qui ont des cycles de 18 mois et qui sembleraient mieux correspondre par rapport au cycle de céréales. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose. Ensuite, il y a le coût des semences. Voilà, sur des trèfles violets, on va être de l'ordre de 8 € le kilo par rapport à des trèfles annuels où on va être de l'ordre de 5-6 €. Et sur un lotier, par contre, on va être sur 12 € le kilo. Voilà. Des biomasses élevées en été et arrière-saison. Donc là, évidemment, des espèces comme le lotier, trèfle violet, trèfle blanc semblent être adaptées. Et également des trèfles de type méditerranéen, comme l'alexandrie, le perse, micheli et vésiculé, même si on a moins de recul sur ces espèces-là, sur ces trèfles annuels-là. Et la résistance au sec aussi. Donc le lotier, trèfle violet et trèfle annuel type méditerranéen semblent mieux adaptés que le trèfle blanc. Philippe en parlera sûrement après, mais en fait, on observe un peu un recul du trèfle blanc dû au stress hydrique et à son système racinaire plutôt en surface, en fait. Donc voilà. Et ensuite, des valeurs alimentaires. Là, pareil, je laisserai Philippe développer, mais le trèfle blanc qui semblerait moins équilibré que le trèfle violet. Et un bon comportement en fait du trèfle violet en semis d'automne, en simultané à la céréale. Ça, c'est pareil, ce sera l'objet de la présentation de Philippe et Patrick qui vont vous présenter ça. Et ensuite, nous reste à explorer aussi une piste à explorer, il nous semble, c'est le mélange d'espèces et ou de variétés légumineuses fourragères. Voilà. Est-ce que associer différentes espèces ou différentes variétés permettrait justement de gagner sur la résistance au sec ou sur des biomasses plus élevées? Voilà, ça, ce sont des questions qu'on se pose également. Donc là, juste un tableau, je ne vais pas le détailler, hein, qui vont différents paramètres en fonction des espèces et des variétés. Donc voilà, donc je laisse la main à Philippe et puis Patrick pour vous exposer leurs essais. Ok, bonjour à tous. Bonjour à tous. En fait, on va vous faire un petit retour. C'est surtout Patrick qui va vous faire son retour d'expérience par rapport à des pratiques qu'il a enclenchées depuis un petit moment et puis que du coup j'ai essayé de documenter
à travers les tours de champ qu'on peut faire ensemble quand on fait les appuis d'élevage. Donc, faut vous dire quand même que c'est vraiment du fait sur le pouce, au sens où c'est pas des suivis formalisés pour lesquels on a des moyens propres et tout ça. Mais du coup, au fil des années, on a quand même accumulé un peu de billes et Patrick a accumulé pas mal d'expérience. Et là, du coup, c'est vous en faire part. Donc, dans ce que vous allez voir, il y a des choses qui démarrent à partir de sursemis de printemps 2021. Et puis après, on a des sursemis de printemps 2022, on a des semis de l'automne 2022 et on aura même des choses de sursemis de printemps 2023. Si tu peux avancer. Alexandre, la diapo. Peut-être Patrick, si tu peux nous recontextualiser peut-être juste rapidement la ferme. Du coup, moi, ce que j'avais mis, c'était que tu avais beaucoup de cultures d'hiver, mais aussi de cultures de printemps, et du coup, ça donnait lieu à des intercultures assez longues, et ça motivait en fait le fait de faire cette pratique-là. Voilà, je te laisse développer là-dessus. Oui, alors sur la ferme, c'est une ferme voilà, polyculture élevage. Nous, on a démarré les semis de trèfle. C'était première idée de ne pas avoir de couvert à semer dans l'été, puisque l'été, c'est compliqué souvent de fois d'arriver à faire naître quelque chose, ou alors on arrive en fin de saison. Et puis, par rapport à l'élevage, on avait tout intérêt à avoir quelque chose le plus tôt possible et semer des trèfles dans les céréales. C'est vrai que je pensais pas, mais direct après la moisson, on a déjà un joli couvert et les animaux, surtout la moissonneuse batteuse, peuvent déjà attaquer à brouter. Ouais, enfin là-dessus, il y a quelques éleveurs. Du coup, on est en élevage au vin. Il y a quand même 600 brebis maintenant aujourd'hui sur la ferme. Il y a 600 mères. Ouais. Et pour vous décrire le truc, il y a 3 périodes d'agnolage en gros sur la ferme. Enfin, ça, c'est en train de se caler. Il y a du septembre-octobre, il y a du novembre-décembre, et puis il y a du février-mars. Et du coup, il y a à la fois la problématique d'avoir toujours la question des agneaux qui sont nés en saison, ils arrivent en post-sevrage en mois de juillet. Et en fait, leur faire manger de la croquette, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Si on pouvait les finir à l'herbe, ça serait mieux. Donc, il y aurait un besoin en fait de légumineuses pour les finir à l'herbe sur juillet, août, septembre. Et puis, parallèlement, quand vous avez des agnolages de contre-saison septembre-octobre, la fin de gestation, la lactation, même à l'automne, c'est intéressant de la faire à l'herbe. Et du coup, là aussi, la légumineuse est intéressante pour la partie élevage. Alors, du coup, on va embrayer en fait finalement sur le tour qu'on voulait vous faire. Là, c'était rapidement vous donner l'aperçu qu'on va vous donner. En fait, on a un témoin en routine. Patrick, quelque part aujourd'hui, un témoin en routine, c'est du trèfle violet pastor, et qui va du coup être implanté soit en semi-simultané à l'automne, soit en sursemis au printemps. On vous dira pourquoi c'est devenu un peu le témoin de la ferme, parce que pour le coup, ça n'a pas été un choix fait au hasard. Et puis après, plus des trucs qui relèvent d'essais, qui ne sont pas forcément faits avec une intention particulière ou une question, ou en tout cas au sens où le questionnement sur les variétés, c'est plus essayer un maximum de variétés, à ce qui s'est passé sur les précédentes années. Et là, on est plus en train de basculer sur une phase où on regarde de plus près en fait les caractéristiques des variétés et tout ça pour essayer de poser des hypothèses avant et ensuite de regarder ce qui se passe. Donc Patrick va vous raconter un peu ce qu'il a fait avec des trèfles violets divers et variés, des trèfles blancs, des trèfles hybrides. Et puis donc ça sera avec des modalités en sursemis de printemps, puis on finira par des modalités qui ont été en semis simultané à l'automne. Voilà, on va carrément glisser là-dessus tout de suite. Voilà, donc on a démarré les semis de trèfle en général il y a quelques années. On les faisait plutôt au printemps, en fonction de la météo, en semis de mars par exemple, comme là on peut voir dans une avoine nue. Et il se trouve qu'il y a il y a des années ça a bien fonctionné, des années où ça fonctionnait plus ou moins bien. En 2021, on avait semé avant une pluie, donc ça s'est bien passé pour les trèfles violets. Le trèfle blanc qui a été semé dans les mêmes conditions, lui, a, pour ainsi dire, rien donné. Donc là, on a déjà vu une différence entre le violet et le blanc semé au printemps. On a renouvelé l'opération en 2022,
Seulement, le problème, c'est que, bah oui, c'était joli. Toutes les variétés de trèfle, que ce soit des violets ou des blancs, étaient bien présentes. Sauf qu'ensuite, bah, arrivé à l'été, tout a disparu, quoi. Si tu peux avancer la diapo, Alexandre, s'il te plaît. Donc voilà, c'était vous remontrer un peu la continuité du coup des essais de 2021. Donc on était sur semis de printemps. Vous voyez que du coup, à la moisson, il était bien développé. Et en fait, que derrière, toute l'arrière-saison, ça a bien donné, avec du pâturage brebis, etc. Et si tu continues encore à suivre, jusqu'au printemps d'après, tu avais dû enquiller avec un poids ou comme ça. Je me rappelle plus. Ouais. On avait laissé traîner le trèfle un bon moment. Il était tellement joli que. Ouais. En tout cas, on avait une très très belle qualité de couverture. Et ensuite, là, on était au mois de mars. L'explosion de biomasse se fait un peu plus tard pour le printemps. Et du coup, on va glisser sur la diapo d'après. C'est 2022. Donc, du coup, tu étais extrêmement enthousiaste pour 2022. Tu avais lancé en route plein de trucs. Ouais, bah 2022, je me suis dit, bah, si ça marche aussi bien que ça, on va faire plein de variétés de trèfle différentes. Et moralité, on passe la diapo d'après. C'était bien parti. C'était bien parti, mais bon, ça a mal fini, quoi. Et bon, on a fait un essai en conditions sèches, aucun trèfle n'a résisté. Voilà. Donc, pour mémoire, nous, dans le coin, parce qu'on s'en souvient quand même très très bien, on n'a quasiment pas pris de flotte en fait entre le 15 avril et la fin juin. Donc ça a été vraiment, vraiment le bazar. Même les prairies sous couvert, une fois que les enrubannés de méthanisation avaient été faits, elles n'ont rien fait du tout. Et du coup, bah là, tous les plantules, même s'ils avaient bien levé, comme tu dis, ça avait bien rayonné. Derrière, ça avait vraiment cramé. Et on avait du mal à trouver des reliquats de trèfle pour témoigner qu'il y avait quelque chose qui avait été semé dedans, quoi. Après, par rapport à cet exemple, on a aussi implanté des luzernes depuis des années au printemps. On se servait de cette implantation pour gagner un an dans nos céréales. Et j'ai rarement eu des résultats à 100%. Dans les luzernes, on avait des belles parcelles, hein, des années humides. Mais bon, il y avait 80% de la parcelle qui était jolie, quoi. On n'a jamais eu autant de résultats que quand on sème ou à l'automne ou les luzernes les semaient beaucoup plus tôt dans les céréales. Donc tout ça nous fait arriver à 2023 et du coup en fait Patrick fait quelque part ses propres essais et ce qu'il a fait cette année en fait sur deux parcelles à proximité, c'est mettre en route des modalités différentes. Alors une première modalité et celle-ci elle est vraiment faite avec intention. C'est quand à partir des résultats de 2021, Patrick il a vu que le trèfle violet ça marchait bien et tout ça et que moi je le voyais mettre des animaux derrière. Je lui ai dit, attends, bouge pas. La plupart, en gros, des trèfles violets qu'on a au catalogue, c'est essentiellement en fait ce qu'on appelle des trèfles de fauche, donc ont des pores érigés. Et ce que j'avais pu repérer, c'est que les Suisses avaient travaillé eux sur un trèfle de pâturage, un trèfle violet de pâturage. En fait, si vous vous baladez dans vos prairies naturelles, vous avez sans doute repéré des trèfles des prés. Donc c'est des trèfles violets, mais c'est des trèfles naturels et qui ont des pores qu'on dit beaucoup plus prostrés en fait, beaucoup plus rasants. Et du coup, en fait, l'inconvénient des trèfles violets, on va dire typés fauche, érigés, c'est qu'avec des bestioles, c'est très très rapidement piétiné et ça gâche un peu. Donc Pastor, en fait, l'idée est venue de là, c'est que c'est un trèfle en fait dont la morphologie a été travaillée pour qu'il soit, alors on peut pas le qualifier de prostré, mais il est quand même moins érigé que les autres, quoi. Et on va s'en reparler. Et puis du coup, l'autre aspect, c'est qu'en termes de morphologie, il est plus adapté au pâturage, au sens où il va mieux résister au piétinement du fait de comment il part en rosette et tout ça. Donc, tu veux dire quelque chose de l'itinéraire? Tu as plutôt semé à 10 kg, du coup, ces modalités-là? Oui, j'ai souvent semé à 10 kg les trèfles violets et 5 kg les trèfles blancs. Voilà, pour avoir à peu près la même densité. Bon, alors cette année, en 2023, on a aussi bien implanté à l'automne, au semis, que on a refait des tests au printemps. Bon, avec l'humidité qu'on a pris, l'un comme l'autre est venu. J'avais peur de tout implanter à l'automne. Je me disais, oula, ça va peut-être me recouvrir les céréales, peut-être qu'on ne pourra pas moissonner, peut-être que ça n'arrivera pas à lever avec les jours courts.
Mais bon, ça a été aussi joli ce qui a été semé en même temps dans la ligne de semis avec le blé que ce qui a été semé en sursemis au printemps. Donc là, en résumé, vous avez des photos du pasteur sursemé au printemps au mois d'août. Donc vous pouvez voir que du coup, il est bien là et on est sur trèfle violet. Donc le bien là, il compte au sens où on est sur un nombre de pieds. C'est comme la luzerne. Il n'y a pas de capacité de reconquête par rapport au trèfle blanc. Donc si les pieds de trèfle violet sont pas là, après c'est foutu pour le reste de l'année. Donc on peut continuer de passer les diapos. Donc un taux de couverture, on s'est amusé à faire ça, qui est pas folichon, mais qui est déjà un petit peu là, autour de 35%, un tiers. Et puis si on continue à vous faire évoluer jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir un peu comment il se comporte. Là, c'était rien qu'une semaine après. En fait, on a quand même eu un été, vous voyez, quand on était au 23 août ou un truc comme ça, là, on sortait des limites 40 degrés. Il a peut-être pas fait 40, mais bien 39. Donc, ça l'avait quand même cogné. Et puis, avec 25 mm, déjà, en une semaine, entre deux temps de passage, parce qu'on avait fait une journée technique à ce moment-là, on voyait que tout avait changé de couleur, et notamment les trèfles violets. Et donc, si on progresse encore un peu dans le bazar, là, vous avez jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est un passage qui a été fait lundi, en fait, à la suite. Enfin, bref, en retournant de chez un éleveur, on nous excusait les qualités de photo, mais il flottait à plein temps, ça ne se voit pas. Et puis, il était tard, donc la lumière n'est pas très belle. Mais du coup, un trèfle qui a bien récupéré et où aussi on peut signaler qu'en plus, c'est une parcelle qui a été moissonnée. Oui. Donc, vous voyez que la biomasse, elle est quand même intéressante. Vous pouvez continuer à avancer. Donc, le fait d'avoir moissonné la graine, ça l'a quand même un peu attaqué. Mais là, vous voyez, les taux de couverture qu'on obtient, ils sont quand même intéressants. Alors, puisqu'on monte à 70%. Alors, faites pas une fixette, c'est fait sur une photo, donc c'est absolument pas représentatif d'un point de vue statistique. J'avais absolument pas le temps de faire 15 photos, de toutes les rentrer dans la machine et tout ça, mais ça donne un ordre d'idée des taux de couverture qu'on peut voir. Et puis juste avant, si vous dites, ah ouais, il a un côté blanchâtre et tout ça, oui, un petit peu d'oïdium et en fait qui témoigne de la période sèche aussi qu'on a traversée en fait du 15 septembre au 15 octobre. Et du coup, en fait, dans des périodes sèches de fort ensoleillement, l'oïdium s'y met. Donc ça, c'est vraiment typique d'un trèfle qui avait été peu exploité jusque-là, quoi. Donc, pas d'inquiétude, mais c'est vrai qu'on a observé ça sur pas mal de trèfles violets là, pendant cette période. Donc là, vous voyez ma pompe qui est mise en termes de repère de biomasse. Donc on est largement cheville, même pour un trèfle qui a été moissonné. Donc sans trop se mouiller, il y a au moins 900 kg de matière sèche hectare, voire peut-être une tonne d'eau. Voilà. Mais le 900, je suis à peu près sûr qu'il y est. Ça ne servait à rien de faire des pesées de biomasse avec un temps à pleine flotte, c'est pas fiable et puis j'avais pas le temps. Donc là, c'était juste pour vous illustrer un peu la morphologie du pasteur. Voilà. C'est vraiment cette idée de rosette et qui part avec des angles assez plats et donc qui va lui permettre de bien couvrir le sol et d'être un peu plus résistant au piétinement. Après, la photo de gauche, Patrick peut vous raconter. Bon, alors là, c'était une parcelle de fond, c'est pas un marais, mais bon, c'est très poussant. J'ai eu un souci sur mon semoir, j'ai mis beaucoup plus de doses de trèfle que ce qu'il fallait, j'ai eu une fuite, donc je sais pas combien on peut être, peut-être plus près des 20 ou 30 kilos. Bon, c'est une toute petite parcelle. Et en plus, j'ai un collègue qui est repassé au printemps, il a fait un sursemis dans des zones, il pensait que là, il y avait des trous, donc ça a repris encore une dose de graines. Et au final, le trèfle a réussi à passer c'était du petit engrain. Le trèfle a réussi à passer dessus, mais bon, voilà, c'était vraiment des conditions, disons, très, très extrêmes. Une parcelle qui pousse très bien et le trèfle avait vraiment ce qu'il fallait pour pousser. Dans les autres parcelles, j'en ai qui touchent, celle-ci là, qui ont été semées à la bonne dose. On a pu moissonner en direct. On n'a même pas fauché. On a laissé peut-être 30 cm, je crois qu'il y a des diapos plus loin. Ouais. On a presque laissé peut-être 30 cm de hauteur de trèfle sous la céréale, quoi. Et on a pu battre quand même à l'aise. En tout cas, du coup, pour moi, ça illustre un truc. C'est vrai qu'on peut faire des réflexions très, très théoriques en regardant les notes phénotypiques des trèfles violets, regarder leur hauteur naturelle et tout ça. Ce que ça fait dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier que les fourragères, elles ont une certaine plasticité. Et notamment, c'est assez bien décrit par la recherche que les lumineuses sont très sensibles à ce qu'ils appellent la photomorphogénèse. Donc, en fonction de la quantité de lumière qu'elles vont recevoir, en fait,
elles sont capables d'adapter leur port en fait. Donc ça génère en fait des adaptations au niveau des tissus. Et donc là, typiquement, le Pasteur, même si c'est le plus petit des trèfles violets, ben, il a quand même réussi à monter et à trouver sa place. Donc c'est vrai qu'il faut faire. Du coup, c'est pas simple en fait, hein, parce que souvent les notations phénotypiques, elles sont faites en pleine lumière. Et là, quand on est en association avec une céréale, ben, c'est autre chose qui se passe dans la vraie vie et ça s'appelle la plasticité. Donc voilà pour notre témoin. Donc Patrick, tu continues plutôt à être satisfait du Pasteur. Et puis du coup, tu en as essayé d'autres. Ouais, voilà. Bon, alors, on a une journée, pendant qu'on a semé d'autres pasteurs, on a voulu réessayer d'autres variétés de trèfle pour comparer. Donc là, on avait semé du Typhoon. Ouais. Donc c'est une parcelle qui est quand même assez homogène. Donc là, on était rendu sur le printemps. C'est une avoine nue de printemps. Et bon, au final, donc on a essayé, il y avait du Typhoon. On a mis aussi du trèfle blanc. On a essayé un trèfle hybride. Ouais, ça va suivre. Que j'ai pas prêté d'attention sur un trèfle hybride. Et bon, à la moisson, on n'a pas été gêné, hein, que ce soit les uns comme les autres, personne nous a gêné. Le trèfle blanc, lui, bah, il est quasiment pas apparent. Hein. C'est comme si c'était sur la droite de la diapo. On va y aller. Alors peut-être juste pour vous dire un mot, le Typhoon, en quoi Alors du coup, il y avait, comme je vous disais, il n'y avait pas spécialement d'intention. Donc après, on regarde ce qui se passe et puis on cherche à trouver des éléments d'explication, mais on n'a pas non plus 10 000 infos sur les variétés. En tout cas, ce qu'on sait du Typhoon, c'est qu'il est un peu plus tardif que le Pasteur, pardon. C'est aussi un trèfle qui est inscrit au catalogue suisse, à Groscope. Donc de mémoire, c'est ce que vous aviez sur la dépôt tout à l'heure. Il est donné en 6.1a, ça veut dire qu'il est à floraison en Suisse début juin sur la première décade, en début de première décade. Donc il est un peu plus tardif que le Pasteur. Vous voyez qu'il se comporte plutôt bien en termes de couverture. Ce que Patrick a remarqué, c'est que du coup il est quand même beaucoup moins vite à graines que le Pasteur et que du coup tu n'as pas pu le moissonner. Non, ouais. Ce que j'ai remarqué, ouais, c'est que c'est le seul où j'ai pu moissonner cette année. Enfin, c'était pas prévu hein, que je mette la moissonneuse batteuse dedans. Je pensais pas faire de la graine. Tout à l'heure, quand Philippe a dit il a été un peu taillé parce que ça a été battu, c'est que j'ai ramassé la semence de trèfle. Voilà, je pensais pas que je pourrais ramasser du trèfle aussi rapidement que ça. Mais oui, après le passage de la moisson de la céréale, le trèfle a repoussé et vite monté à fleur et donc j'ai pu ramasser la semence pour ressemer cet automne. Il y a une question de Dominique Marie, peut-être qu'on peut se permettre de la prendre pour rendre l'échange vivant. En ouvrant le micro, Dominique. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Les collègues, si vous pouvez ouvrir le micro. À Dominique Marie. Bon, on va continuer, mais on va prendre la question à Dominique. Donc voilà pour le Typhoon. Donc du coup la précocité, ça dit quelque chose et du coup ce qu'a observé Patrick, ça colle. Donc après là on change d'espèce, donc c'est pas inintéressant. Trèfle blanc, Avalon c'est du nain. Donc semer à 5 kg hectare pour vous donner des repères, c'est quand même des grosses densités. Hein. C'est ce qu'on met en trèfle blanc dans une prairie multi-espèces. Donc 5 kg c'est pas rien. Je vous ai pris des PMG moyens pour vous donner un ordre d'idée des quantités de plants mètres carrés pour ceux qui ont des repères, ce que ça fait. Sachant que dans une prairie, on va dire viable, ce qu'on vise en poste levé, c'est du 500 plants mètres carrés. Donc dans les 403 grammes mètres carrés, ils sont théoriques, hein, on est d'accord. Il y en a potentiellement la moitié qu'on creve. Mais ça vous donne quand même des densités qui sont assez costauds. Parce que du 500 plants mètres carrés, c'est toute la prairie confondue. Voilà. Donc ce qu'on a pu voir quand même dans l'été, c'est vous voyez visuellement, hein, il était là, mais il était quand même beaucoup moins couvrant. Et il souffrait du déficit hydrique. Clairement. Oui, ouais. On peut continuer à avancer. Puis même après la pluie, c'est parfait autant que les autres. C'est ça. Alors je m'excuse, mais là pour le coup, ça a merdé dans mes photos de lundi et il restait quand même moins joli que les autres trèfles violets et que le trèfle hybride. Donc il n'y a pas de photo au 23, mais vous verrez qu'il y a d'autres parcelles de trèflement qu'on vous montrera. Donc on en avait un autre, le Nelson. Donc ça, c'est là-dessus, on n'a pas de repère. Parce que si vous voulez, les trèfles, en fait, ce qu'on a accès, c'est potentiellement tout un catalogue européen. Et donc, tout ce qui est inscrit au catalogue français, on a des notations GVES qui nous aident en fait à connaître le comportement des variétés d'une manière objectivée. Et puis quand c'est au catalogue suisse, de la même manière. Puis ailleurs, ça serait pareil si c'est au catalogue belge ou ce genre de truc. Mais après, sur les autres pays, il n'y a pas forcément des indications aussi complètes.
Donc Nelson, ça vient d'un distributeur qui est en France, hein, c'est Michel Seed. Donc là, on n'a que des données commerce, enfin des données du multiplicateur. Donc apparemment une précocité intermédiaire, et puis après, il est formidable, il est bon sur tous les critères. Donc ce qu'on a vu, franchement, pas forcément des écarts radicaux, peut-être un petit peu moins joli sur l'été. Et si tu continues à avancer, il s'est quand même retapé lui aussi. Donc à ce jour, un taux de couverture quand même qui est honnête. Et pas forcément des écarts très 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 marqués entre Nelson, Typhoon et tout ça. Oui, c'est bien refait en fin de saison. Ouais, quand la pluie est repartie. C'est juste dans l'été où il a eu un peu plus de mal. Ouais, voilà. Enfin, visuellement, vous le voyez, et là, on voit qu'il se retape assez bien. Et quand biomasse, il est pas mal. On continue. Alors, quand Patrick qui nous a dit qu'il allait se mettre du DAM, je fais qu'est-ce que ça fait? Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un trèfle hybride. Et le trèfle hybride, en fait, c'est quand même normalement un trèfle qu'on met dans des conditions particulières. Parce que c'est plutôt un trèfle, en fait, c'est une des rares légumineuses qui va bien supporter des conditions très hydromorphes et qui se débrouille de sol très argileux et compacté. Donc, normalement, le cadre de vie du trèfle hybride, c'est ça. Après, en fait, en y regardant de plus près, notamment sur des côtés optimum écologique, il est plutôt à l'aise dans des pH basiques, ça tombe bien, on est complètement là-dedans. Bon, après, normalement, le séchant, c'est quand même pas trop son truc. Donc, il avait quand même plutôt une sale gueule sur la fin du mois d'août. Et puis lui aussi, si on avance dans le temps, ma foi, il s'est pas si mal retapé que ça. Voilà, vous voyez, alors, la lumière baisse, hein, mais le taux de couverture, il était un peu moins bon que les autres, mais continue à avancer, ça reste pas si mal, quoi. Donc ouais, on devait être quand même du 80%. Alors voilà, j'ai pris le meilleur endroit, donc c'était pas représentatif, mais vous voyez, en biomasse, il n'est pas non plus ridicule, et ma foi, il se tient pas si mal. C'est celui qui a eu le plus de mal quand même dans l'été à se faire, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est une pichenette. C'est vrai que Patrick s'est amusé à faire ça aussi sur d'autres parcelles. Là, c'est des bandes en fait avec le semoir. Là où le trèfle est un peu blanc, odium sur le côté, c'est le trèfle pastor. Alors, ça n'a jamais été pâturé. Donc là, c'était une céréale, c'était du seigle. Donc, on a dû moissonner dans le mois de juillet. Et on n'a pas passé les bêtes avant dans cette parcelle. Ce qui fait que le trèfle pastor, bah, il a avancé, il a un peu attrapé l'odium. Et à droite, ce qui est un peu plus vert clair, c'est du trèfle blanc à vallon. Et en fait, lui, petit à petit, il s'est fait. Et là, il est plus verdoyant aujourd'hui, quoi. Alors par rapport aux questions qu'il y a dans le chat, tout ce qu'on vous montre pour l'instant, c'est du sur-semis de printemps. On ne vous a rien montré encore, à part le coup du trèfle qui est passé par-dessus l'épeautre de tout à l'heure, là où il y avait le schéma de morphologie du trèfle pasteur. Tout ce qu'on vous a montré, c'était du sur-semis de printemps. Et donc, pour reboucler vite fait, bon, l'oïdium, on sait pourquoi il est là, période sèche, et puis des fenêtres d'exploitation qui étaient très espacées. Bon, on s'en méfie quand même un petit peu parce que, pour la petite histoire, pour ceux qui ont de l'élevage, c'est phytoestrogène pour des brebis, donc ça veut dire qu'au niveau des luttes, ça peut quand même décaler un peu le truc. Mais bon, là, par exemple, la parcelle est saine. Et puis, ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que ça a été un peu dit par Alexandre tout à l'heure. Moi, de ma fenêtre comme ça, le trèfle blanc en pur moyen, parce que c'est quand même une plante qui est très riche en protéines, qui est aussi riche en énergie, mais quand même qui est assez forte, assez puissante, donc en pur bof. Et a priori, une préférence pour le trèfle violet qui va être quand même plus riche en énergie ou plus équilibré, un peu moins violent sur les deux aspects, et puis très riche en sucre soluble, ce qui joue beaucoup sur son appétence. Bon, vous voyez quel usage, en fait, les brebis s'en foutent et mangent dans les deux. Elle a mangé aussi bien blanc que violet. Donc voilà. Philippe, je vous coupe, il est 14h15, donc voilà, va falloir penser à passer aux questions, peut-être qu'après. On continue d'avancer, on a encore 2-3 bricoles à vous montrer. Donc là, c'était juste, vous voyez, dans un blé ancien type Khorasan, la gueule que ça avait fin juin. Si on avance, là vous avez la même parcelle, 23 octobre. Sortie de pâturage. Voilà, tout à fait pâturé. Si vous regardez bien sur les photos, il y a des crottes pour vous montrer qu'on ne vous ment pas. Et le taux de couverture est pas mal. Ouais. On est à quasi 80%, donc toutes les prairies multi-espèces ne sont pas forcément toujours aussi fermées, même s'il n'y a pas la densité d'une prairie.
Alors là, c'est un trèfle blanc que j'ai semé en même temps que mon orge. Et bon, c'était pour essayer, voilà, à l'automne. Et bon, j'étais, voilà, il était présent, mais il a mis quand même du temps à couvrir. Par contre, aussitôt la moisson, j'avais pas d'autres parcelles, comme c'est de l'orge, ça a été moissonné de bonne heure, j'avais pas d'autres parcelles de disponibles pour les animaux, donc je l'ai mis dedans. Bon, bah, elles ont bien, ça a été du surpâturage, hein, mais vraiment à tel point qu'il n'y a même plus de paille, quoi. Elles ont piétiné tellement qu'il n'y a plus de paille. Et au final, là, au jour d'aujourd'hui, c'est vachement bien fait. Celui qui veut peut-être faire des semis directs en trèfle blanc, ça peut être intéressant. Ouais. Donc c'est vrai que là, quand on la voit comme ça, on se dit bah, c'est minable, il est mort, il va rien faire. Donc le taux de couverture zéro et on est à 6%. Mais en fait, bah, là, faut pas oublier que le trèfle blanc, c'est pas du tout comme la luzerne et le violet. Lui, il a une multiplication végétative par stolon. Et en fait, tu peux avancer. À partir du moment où il voit la pleine lumière, du coup, là, pareil, il y a des histoires de photomorphogénèse. Il va complètement basculer dans la dimension multiplication végétative. Et en fait, ce qui peut le gêner au début, tant qu'il fait très sec, c'est que les stolons ne peuvent pas s'enraciner. Parce que du coup, il y a une petite, comme on est sur les terrains argilo-limoneux, il y a une petite croûte en fait qui se fait et il a du mal à piquer. Mais dès que la flotte est revenue, ben, en fait, vous voyez là au 14-10, c'est Patrick qui a fait les premières photos. Tu as dû prendre un très très bel endroit parce que c'est très retapissé. Et moi, je suis repassé le 23. C'est rare, hein. C'est pas, il n'y a pas de hauteur, mais bon, ça couvre. Voilà. Par contre, bah, c'est du nain, donc c'est logique. Mais en même temps, ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que si vous prenez de l'intermédiaire ou du géant, vous allez gagner en verticalité et en biomasse, mais par contre, vous allez y perdre en termes de points végétatifs. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une moindre capacité à recoloniser l'espace. Ils vont faire moins de stolons, moins de points végétatifs pour couvrir. Donc, si on avance encore, on voit quand même que le trèfle blanc, pour des mecs qui ont des objectifs de couverture du sol et couverture permanente, c'est quand même pas mal, quoi. Alors qu'il est quand même dans des terrains, alors un peu basique, un peu trop basique pour lui, et quand même séchant, ce qui n'est même pas forcément le trèfle. Donc vous voyez, là, il y a quand même eu un pâturage qui a peut-être un peu matraqué. Donc ça, pour moi, ça explique aussi une partie du salissement qu'on observe quand même à côté du trèfle blanc. Il ne faut pas cacher qu'il y a des rosettes, il y a du chardon aussi qui s'exprime. Mais bon, le trèfle blanc, par rapport à d'où on est parti, il a quand même bien récupéré. Et vous voyez, on est à 90% sur un micro mètre carré comme ça. Alors, toute la parcelle, elle n'est pas aussi bien couverte. On continue d'avancer. Donc là, on a rebasculé dans les itinéraires d'automne. Et donc là, on va finir là-dessus. Parce que c'était quand même la question de Patrick quand 2022 tout a été flingué et tout ça, c'était de se dire, et puis moi j'avais des gros doutes sur le fait que ça allait marcher, est-ce qu'un semis en simultané en première quinzaine de novembre d'un trèfle violet dans de l'engrain ou dans un blé pop ou ce que vous voulez, est-ce que ça allait marcher? Alors là, c'est une bande enherbée. Du coup, j'ai coupé, c'est une parcelle où j'ai semé de l'engrain. Donc, c'est du trèfle violet dans l'engrain. Et j'ai coupé l'engrain pour faire seulement la bande enherbée. Mais j'ai tout semé la même journée. Alors, j'ai eu si on avance la diapo, j'ai eu des petits soucis. L'engrain m'a bouché les tuyaux. Donc, ça fait un peu des bandes là sur la photo. Il y a quelques passages où il manque d'engrain et de trèfle, puisque quand je sème, j'ai un compartiment avec la céréale, un compartiment avec le trèfle, et je balance tout dans les mêmes tuyaux, quoi. Voilà. Autrement, bah, le trèfle semé à l'automne, ça c'est bien. Ah bah là, on voit bien là, les passages où le semoir a pas fonctionné. Après, ce qu'on peut dire par rapport à ces parcelles, je fais pâturer les brebis en général dans les céréales. Je fais un déprimage au printemps. Et ben là, elles ont plutôt tapé dans le trèfle que dans la céréale, quoi. Voilà. Et après, bah là, c'est la même parcelle, sauf qu'elle avait été moissonnée après la moisson. Donc, en gros, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'un itinéraire en semi-simultané à la céréale en trèfle violet a marché. Et du coup, bah, ça colle un peu avec ce qui a été vu en prairie, multi-espèces, sur les semis sous couvert de métairies immatures, que globalement, trèfle blanc et trèfle violet, c'est des espèces qui supportent d'être semées tard. Et que du coup, par rapport aux hivers doux qu'on a, en fait, ce qui se raconte dans les bouquins d'agronomie classique, qu'il faut faire gaffe que le développement
soit bien à temps avant les premiers froids et tout ça. Vu que les premiers froids ici, ils arrivent tard, voire jamais. C'est-à-dire qu'en guitare, c'est plutôt janvier qu'il commence à y avoir des vrais gelées. Bah, il n'y a pas tellement de problème. Donc en termes de biomasse, là vous avez en sortie de pâture à quoi ça ressemble. Et si on avance un peu plus, en bord de fil, vous voyez un peu comme c'était. Voilà. Là, il y a une zone qui a été pâturée et l'autre non. Voilà, c'était en gros là où était le fil, quoi. Donc pareil, là vous voyez, je suis pas très grand, mais j'en ai quasi à mi-mollet. Donc c'est sûr que les 900 kg ils y sont, et je pense qu'on était plus proche de 1200 kg de matière sèche par hectare au moment de l'entrée des brodes. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour ce qu'on voulait vous montrer. Ça, Alexandre vous en a parlé, donc on peut revenir sur les questions. Pour parler là, du matériel utilisé, en fait, c'est vraiment un semoir à céréales classique, et puis nous, on rajoute le trèfle dedans. Et notre technique, maintenant, c'est simple, hein. On passe un coup de charrue, et le lendemain, je sème au combiné, rotative et semoir, et on revient plus sur la culture, ni pour les trilles, ni pour la houe rotative. On y revient seulement pour moissonner. Ok. Et il y avait des questions sur la densité de semis sur semis pour les essais au printemps. Les sursemis, alors j'ai toujours fait automne ou printemps, 10 kg de trèfle violet, 5 kg de trèfle blanc. Que ce soit au printemps ou à l'automne, j'ai toujours fait pareil. L'idée, c'était vraiment de mettre beaucoup de semences et puis de voir si le trèfle allait poser un souci ou pas. Pour donner un point de repère, quand on fait des associations binaires graminées légumineuses prairiales, les diplôs sont plutôt recommandés en semis à 8, parce qu'ils ont un PMG plus petit, et les tétras à 10. Donc c'est des densités qui sont élevées quand même, hein, qui ont été pratiques. Là, cette année, ça va peut-être dans les essais, parce que 5 kg, j'ai des collègues qui ont fait, bon, ça peut passer aussi, hein, peut-être qu'il y a quelques trous. Donc, je vais certainement faire des essais de 5 à 10 kg pour voir les différences. Il faut voir si on perd beaucoup en nombre de pieds. Voilà. Parce que, encore une fois, le trèfle violet, il n'y a pas de stolon, donc il faut un nombre de pieds, à voir à quel point on peut descendre, tout en faisant que ça reste couvrant. Je pense que 7-8, ça doit Ouais, être sans pas mal, problème. hein, 7-8 sans problème, parce et que peut-être moins que ça. la graine est quand même chère. Et est-ce que vous avez remarqué un impact du salissement des parcelles sur le développement des trèfles? Par exemple, j'ai des parcelles qui étaient bien envahies de picrisse là, et c'est vrai que le trèfle violet, surtout le pasteur, comme il pousse vite et beaucoup, j'ai l'impression que les parcelles sont beaucoup plus propres, quoi. À part les chardons où ils sont toujours présents, hein. Après, c'est vrai que bon, l'élevé de dormance, comme il dit Rumex, moi ça m'est arrivé avec du sainfoin, mais j'ai pas encore de recul sur le trèfle. Le trèfle violet, il est semi-fatique, et c'est une semi-pivotante en termes de racines, donc ça ne concurrence pas aussi bien que les luzernes, hein, par rapport au chardon. Et on avait aussi des retours de Dominique Marie, je peux sur le trèfle violet qui peut créer des levées de dormance. Alors Dominique, si vous voulez, parce que je n'arrive pas à vous réactiver le son, mais si vous êtes branché par l'ordinateur, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour pouvoir compléter votre propos que vous aviez sur le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon, Oui. c'est bon, parfait. Bon, bonjour à tous. Oui, je voulais revenir. Donc, le trèfle violet pasteur, il a été vraiment sélectionné pour le pâturage. C'est le seul trèfle violet qui, en pâture, ne contient pas des oestrogènes, notamment pour les brebis ou les vaches au moment des problèmes de reproduction. Le Typhoon, c'est un trèfle violet tétra. Alors, donc, si on veut faire des sursemis de trèfle violet tétra, il faut savoir que le tétra, il est plus destiné à faire de la fauche pâture ou en rubanage ou en silage, très très dur à faire du foin avec. Donc voilà, sur l'avalon, c'est un trèfle blanc nain, mais qui se multiplie pas beaucoup avec les rhizomes. Il y a d'autres trèfles blancs nains qui, avec une multiplication plus importante avec les rhizomes, notamment la berlasting. Et cela, peut-être au niveau des doses de SMI, il va falloir faire peut-être moins de doses de SMI que le trèfle blanc intermédiaire ou géant.
C'est vrai que enfin, ça peut être signalé parce que ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 ans qu'il est là, la Burlasting. C'est un hybride, enfin, c'est un trèfle qui a été hybridé entre du blanc et du trèfle Koura, du trèfle du Caucase. Ouais, Et la c'est base, ça. en fait, le trèfle Koura, c'est vraiment un trèfle rhizomateux, donc du coup Ouais. qui est extrêmement compliqué à installer en lambda parce qu'en fait, il ne sème pas vraiment, c'est plutôt de la plantation en motte. Mais du coup, là, dans vos pays de Galles, ils ont réussi à faire une hybridation. Et c'est vrai que cet everlasting, on ne le connaît pas très bien et il mériterait à être testé plus pour qu'on voit s'il est plus robuste, quoi. Bah, du coup, juste pour complémenter, chez un agriculteur, là, dans des essais 2023, on va sûrement l'essayer en association avec une céréale, justement, pour voir ce qu'il donne. Ouais. En fait, il avait été essayé par l'INRAE de Lusignan il y a quelques temps, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Enfin, l'essai avait pas donné grand-chose, donc du coup, je voulais le réessayer. Mais oui, enfin, ceux qui ont vraiment un objectif de couverture permanente, il a un profil intéressant pour faire ça. Il y avait une question sur les rendements par rapport à la céréale. Euh, j'ai jamais vu, ça fait pas gagner de rendement, ça en fait pas vraiment perdre non plus. Non, ça change pas grand-chose en fait. Là où il peut y avoir une perte de rendement, c'est cette année sur les trèfles violets et luzernes. J'ai implanté mes luzernes en janvier dans de l'orge de printemps. Et bah oui, j'ai pas fait des gros rendements, mais alors on a fait une sacrée coupe de luzerne. Merci Emilien de m'avoir fait la fauche parce que du coup la luzerne était passée bien au-dessus l'orge de printemps. Donc là oui, ça m'a impacté sur mon rendement d'orge, mais bon, d'un autre côté j'avais une belle luzerne implantée pour plusieurs années. Après le trèfle, non, j'ai jamais vu d'écart. Ça, ça tire, ça tire quand même un peu moins fort, hein, a priori, ne serait-ce que par le système de pivot qui n'est pas le même entre une luzerne et un trèfle violet. Enfin, il y a un vrai pivot d'un côté, c'est un semi-pivot de l'autre avec plutôt du fasciculé. Après, je sais que, enfin, du coup, on a des retours comme quoi plein de monde est sceptique sur le fait que ça n'a pas d'impact sur le rendement. C'est des trucs qu'il faut qu'on objective. C'est pas si simple que ça à faire parce que là, pour l'instant, sur des essais agri où il n'y a pas de moyens pour faire des vrais suivis, c'est compliqué à faire. Si on a un peu de moyens, on essaiera de faire des collectes d'épis. Enfin, je sais pas comment on peut s'en débrouiller, mais en tout cas, vous voyez bien la difficulté à remplir une remorque et à la peser juste avec une modalité, quoi. Bah, après, il faut faire, voilà, couper une parcelle en deux, hein. On peut faire les tests hein, cette année. Le trèfle, il est surtout développé, voilà. Après, dès qu'on moissonne, bouf, ça, avec la clarté, il se développe, mais en culture, il n'est pas non plus envahissant, hein. Après, là-dessus, je sais qu'en général, Patrick, il me regarde, il me dit, on peut se mettre en croisé aussi, hein. Si c'est pas sur la même ligne, ça sera moins agressif. Ouais, mais faut faire deux passages de Mais semis, ça ne va pas. double travail. Non, on sème Voilà. tout en un passage et terminé. Après, c'est un compromis. Voilà, on va pas faire de passage d'outils qu'on peut faire tout dans le même. Et on avait Nicolas Bouy qui revenait aussi sur les questions de dose de sursemis au printemps quand on sème à la volée. Alors Nicolas, si jamais je retranscris mal votre question, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et préciser au besoin. Bah, à la volée, on a mis pareil 10 kilos. Alors moi, c'est pas à la volée, c'était un semoir à disque pour mettre la graine bien précise. Mais c'est vrai que ce soit fait avec un semoir comme moi ou à la volée, faut recouvrir avec une RC-trille. Ça se fait en mars. Faut toujours le faire avant une pluie, quoi, pour assurer le coup. Et alors dans les autres, alors je vois sur le nom du trèfle blanc nain, Philippe, je pense que je laisserai écrire peut-être directement les noms dans le chat. Voilà, nickel. Et après, est-ce que vous avez du recul sur l'incidence sur le rumex de ces couverts de trèfle? Bah, T'as pas trop de rumex, toi? non, mais j'en ai un peu dans certaines parcelles, mais depuis 2021, il n'y a pas énormément plus de rumex que ça, quoi. Ici, c'est des sols basiques, hein. Ça joue peut-être aussi sur la problématique rumex, qui est peut-être moins.
J'ai des parcelles à Rumex, j'ai pas forcément mis les trèfles encore. Bon, je verrai après les trèfles s'il y en a encore plus ou pas, on verra. Très bien. Est-ce que vous avez Juste d'autres pour, questions? Vas-y, vas-y. non, juste en complément par rapport à la question du rendement, donc en Pays de la Loire, ils avaient fait des essais justement de trèfle associé à l'automne, donc trèfle blanc, incarnat, squarosum et violet et blanc nain associé à l'automne avec un blé. Et par rapport à un témoin blé pur, ils n'avaient pas mis en évidence de différence de rendement significative. Voilà. Mais après, ça reste sur un essai, mais voilà, ça peut compléter un peu cette question-là. Bah après, certainement que si c'est un printemps très sec, qu'il peut y avoir une concurrence en eau, hein, ça serait logique que la céréale, il y ait une perte peut-être de 10-15%. Voilà, après, bon, l'avantage, c'est que derrière, il y a quand même beaucoup de frais de mécanisation en moins, parce que bah, les coûts des. Bon, encore les tris, ça va, c'est vite fait, hein, mais c'est sûr que ressemer des intercultures après les moissons, bon, ben, ça a un coût aussi, hein. Là, il n'y a plus de déchômage, et puis bah, les parcelles sont jolies, hein, globalement, derrière. Les doses de céréales étaient les mêmes qu'en pur, oui. On n'a pas parlé des doses de céréales. Moi, je suis quelqu'un qui sème toujours, voilà, épais. C'est clair que je me fais toutes mes semences de ferme et comme je sais que derrière, je vais pas passer d'outils, je mets du grain pour faire quand même une concurrence. Voilà. Donc c'est vrai que je dose, si en moyenne, je sais pas moi, technique là, peut-être ça sera 400-450 grains en blé. Bah oui, moi ça m'est arrivé des moments de monter à 500, même que pourtant je mets 10 kilos de trèfle. Après, bah, dans tous les essais réalisés de trèfle, je pense que bah, c'est le Pasteur qui est reparti le plus vite. Voilà, c'est le Pasteur qui est reparti plus vite. Et pour ceux qui sont arrivés en cours là de discussion, bah, j'ai été surpris cette année. C'est le seul qu'on a pu moissonner. Donc ça doit être vraiment un précoce. Il a fait son cycle rapidement et on a pu se refaire notre semence. Sur le catalogue français, il est donné sur une échelle sur 9 comme 3, donc précoce. Il y a quelques trèfles qui sont plus précoces que ça, mais on n'a pas eu l'occasion d'en tester, qui sont en précocité 2, mais après, il n'y a pas plus précoce en trèfle. Et en tout cas, dans le système à Patrick, pour l'instant, c'est plutôt celui-là qui donne le plus satisfaction. Après, pour d'autres utilisations, ça peut être autre chose. Ouais, bah, les mélanges blé-févrole ou orge-pois, bon, nous, on fait hein, déjà des mélanges comme ça. Alors, bon, dans les parcelles où il y avait des protéagineux, j'ai pas forcément mis de trèfle, mais c'est pareil, hein, on peut mettre le trèfle et puis obtenir la légumineuse dessous sans problème, hein. C'est la même chose, hein. Après, par rapport au violet et au blanc, certainement que le blanc, il serait certainement mieux adapté pour des personnes qui ont des souvent, moi, c'est de la petite groix calcaire. Il y a certainement des personnes qui ont des fonds plus limoneux. Voilà, ce serait certainement le trèfle blanc serait mieux adapté chez eux. Moi, ce que je vois, c'est que comme c'est une petite graine, j'ai l'impression qu'il a tendance à moins bien s'implanter chez moi. Parce que, bon, moi, je laboure et je sème au combiné, donc ça fait disons, un peu des mottes. Et je cherche à faire des mottes pour éviter de faire lever les vulpins, les rivas. Je roule pas derrière. Et c'est vrai que bah, le trèfle violet, qui a la graine un peu plus grosse, j'ai l'impression c'est mieux adapté à mon système. Après, ça dépend des outils de chacun. Après, le trèfle violet est quand même très polyvalent au niveau du sol. Il va très bien marcher aussi en sol acide. Et puis, il a cette tolérance en fait à des périodes humides, hein, comme on est en train de se prendre sur la tronche. Donc, l'excès d'eau va lui faire moins peur que d'autres légumineuses. Ouais, bah, quelle culture après les trèfles, au final, moi j'ai mis ça devant des cultures par exemple, de printemps là. Donc les trèfles quand ont été semés même
À l'automne, on fait tout leur cycle et on va les laisser, ils seront détruits juste avant d'implanter un tournesol ou… Bon, après, étant donné que cette année, il y avait assez de tournesol, je risque d'en démancher pour réimplanter des céréales. Bon, bah, ils auront déjà fait 1 an, quoi. Donc, 1 an, ça apporte quand même au sol. Ça t'est arrivé de faire trèfle haricot? Oui, on a fait trèfle haricot, ouais. Ouais. C'est vrai que par exemple, le haricot, c'est réputé d'être une des légumineuses à graines les plus feignantes en termes de fixation d'azote. Enfin, il n'y a rien du tout en fait. Et du coup, ouais, enfin, sur des systèmes comme à Patrick avec des débouchés sur des protéagineux alimentation humaine, c'est ce genre de truc qui est envisageable, quoi. Ouais, bah là, les haricots étaient jolis derrière le trèfle. Semis indirect, des céréales dans le trèfle, bah moi, j'ai pas essayé. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé, mais je suis pas vraiment équipé pour ça. Je pense que oui, j'ai peut-être des collègues qui pourraient essayer de faire du semis direct. Tout à l'heure, il y avait une question, le trèfle violet a pas monté au-dessus de la céréale, non? Sur le commentaire de ce qui s'est fait en Vendée, ce qui serait, je ne connais pas ces essais-là, mais ce qui serait intéressant déjà, c'est de voir ce que c'est du nain, ce que c'est de l'intermédiaire ou du géant. Parce que sur l'agressivité, je pense que ça joue beaucoup. Je repense à une chose là en parlant d'irrigation. Alors forcément, si c'est sec, ça doit concurrencer la céréale, comme je disais tout à l'heure. Par contre, ce qui m'a fait bizarre, c'est que les essais, c'était en 2021, je crois, dans les avoines nues, bah, c'était très sec. Et pour réussir, bah, comme j'avais mis pas mal d'argent dans mes semences de trèfle, bah, j'ai arrosé. Et les cultures céréalières trèfle qui ont été arrosées, les trèfles étaient moins jolis que celles qui étaient en sec. Et par contre, ma céréale s'était mieux développée, on a fait plus de rendement de céréales, mais la céréale a dû concurrencer mon trèfle. Et les parcelles non irriguées, bah, les trèfles se sont mieux sortis au mois de juillet-août, il y avait une belle couverture de trèfle. Date maximum de semis à l'automne, je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin, resituez-vous. Nous, ici, on est à Saint-Félix, c'est quand même la Charente-Maritime. On est relativement à l'ouest et du coup, les hivers sont doux. Donc ça, je pense que ça peut compter. Je sais, quand j'ai regardé les inscrits, il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'est quand même. Faut quand même pas évacuer complètement l'impact des froids quand est-ce qu'ils arrivent, quoi. Ça peut jouer quand même. Je pense sur une partie de la réussite du bazar. Bah oui, nous on avait semé novembre, début décembre. Je pense que c'est vraiment les dernières limites, quoi. Bah, les profondeurs de semis, alors c'est une bonne question parce que l'année dernière, j'ai peur de semer mes trèfles trop profonds et du coup, j'ai eu tendance un peu à relever ma rampe de semis à l'arrière et tous les trèfles qui ont été semés et la céréale à profondeur, disons, dans les 3 cm sont bien sortis et tous ceux qui étaient plus en surface, eh ben, sont bien moins venus. Et il faut quand même le semer à bonne profondeur, quoi. Voilà. C'est vrai que je suis surpris, le trèfle violet est bien sorti à profondeur de céréales. Du coup, maintenant, je sème le trèfle comme si c'était la céréale et terminé. Alors, le trèfle blanc, lui, c'est certainement un peu plus à risque, mais bon, c'est pas là-dessus que j'envisage toutes mes surfaces sur le blanc, quoi. Ouais, 2-3 cm, oui, il faut au moins faire ça, ouais. C'est pas, enfin, la profondeur de semis, c'est vrai que c'est aussi, comme c'est des petites graines, il y a l'histoire de la remontée d'eau par capillarité, quoi. Et des fois, trop en surface, en situation de déficit hydrique, c'est pas forcément mieux, quoi. Après, bon, on n'en a pas parlé, hein, c'est peut-être pas le sujet, mais on avait fait des trèfles incarnats dans les céréales. Bon, ben là, aucun problème pour la moisson, parce que lui, il est sec au moment de la moisson. Et puis, bah, le semer à l'automne, lui, ça lui convient bien. Et par contre, après, je sais pas, je suis pas cadé pour dire ce qu'il a pu apporter au niveau azote dans le sol. Il a fait tout son cycle, le trèfle incarnat.
Ben, c'est ce que, oui. Enfin, Alexandre, tu pourras redire ce que tu as montré en diapo sur les fixations d'azote après. Ouais, ben attention, tu roules pas? Non, je roule pas. C'est vrai que chez moi, il y a beaucoup de vulpins et de raies gras, et du coup, je roule pas. Si vous avez possibilité, si les champs sont propres, c'est certainement mieux. Moi, je perds certainement des levées, hein. Donc, c'est pour ça que je sème un peu fort. Le trèfle incarnat à la moisson, non, il est mûr, il est sec. Donc, du coup, je l'ai moissonné et j'ai récupéré les semences de trèfle incarnat en même temps que mes céréales. Et après, j'ai démêlé et je me suis récupéré toutes mes semences de trèfle incarnat pour faire mes métailles cette année, cet automne. C'est plutôt facile à démêler. Mais du coup, là, l'objectif, il est vraiment de faire de la semence de ferme pour des métailles immatures. C'est pas du tout d'avoir de la camelote pour l'été et l'arrière-saison. On change d'objectif, quoi. Voilà, le trèfle incarnat, les parcelles de trèfle incarnat, alors il y a bien eu des repousses de trèfle, hein, mais par contre, c'est zéro, ça concurrence pas l'été. Les parcelles où il y avait les trèfles incarnats se sont salies. C'est pas fait pour juillet-août. C'est vraiment pour faire une culture dans la céréale. Je ne sais pas si Alexandre a un recul là-dessus, si ça peut apporter ou pas en la variété incarnat. Mais en attendant, voilà, je me suis refait mes semences pour faire mes métailles immatures. Parce que c'est un trèfle qui produit beaucoup en sortie d'hiver, début de printemps. Donc, qui se prête bien à avoir sa place dans des métailles immatures. Ouais. 14h42, je vois donc si Alexandre ou si tu as un complément à apporter ou s'il y a encore une ou deux questions, mais je vous propose qu'on arrête sinon à 45 au plus tard. Sur le trèfle incarnat, enfin, sauf si d'autres dans la salle en ont, mais sur le trèfle incarnat spécifiquement, non. Après, voilà, c'était plus sur du trèfle ou sur du trèfle blanc où on peut atteindre des niveaux de restitution de 80 à peu près 80 kg d'azote par hectare par an. Mais après, sur le trèfle incarnat spécifiquement, non. J'ai pas on pourrait creuser la question, voir si on a des chiffres, mais non, j'en ai pas. Il y a une question, comment je démêle avec un simple maraud, hein. Que ce soit les orges ou les blés, le trèfle est tellement petit qu'un simple maraud, ça passe en travers facilement. Les semis de trèfle violet au printemps, la date, c'est surtout qu'il ait le temps de s'implanter avant la sécheresse. À mon avis, il faudrait pas dépasser, chez moi, c'est mars, c'est fin mars, c'est vraiment les dernières limites, quoi. Après, sinon, si c'est un printemps sec, il n'aura pas le temps de se développer pour survivre à l'été. Tu as eu tendance à avancer. Par exemple, enfin, si vous avez vu la première diapo, l'essai de 2021, c'était un semi début avril. Ouais, Et du coup, Patrick, il a eu tendance à avancer depuis qu'il a vécu 2022. Quoi. Maintenant, ouais, c'est plus mois d'avril, ça serait, je mettrais plutôt la barre au 15 mars, quoi. Il y a pas, et dans ce sens-là, en fait, hiver doux, machin, en sortie d'hiver, des légumineuses, on peut commencer à les mettre, hein. Les luzernes, pour donner un repère, à partir du 20 février, ici, sous orge de printemps, elles peuvent se mettre, hein. Donc, c'est pas un problème, quoi. Mais on est en Charente-Maritime. Oui, voilà, c'est par rapport à notre climat. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour la présentation. Merci à tous et merci à Patrick Forger pour son témoignage et la richesse des échanges et la précision de la présentation. La présentation est enregistrée, donc voilà, on la mettra sur notre site pour pouvoir la réécouter pour ceux qui le souhaitent, et on peut envoyer aussi le diaporama si besoin. Voilà. Et puis, je voulais juste ajouter, n'hésitez pas à vous faire connaître, voilà, nous contacter Alexandre, Marion, à contacter Alexandre, Marion, moi, pour si vous avez envie d'essayer ces trucs-là et tout ça, c'est voilà, plus il y aura de monde qui le fera, plus on va acquérir des repères sur ces itinéraires.
Bon, ben, merci à vous tous aussi. Eh ben, ouais. Merci à tous et bonne fin de journée sous la pluie. Merci à Merci, au tous. revoir. À bientôt. Au revoir.